septembre 1945. Dans ce train quittant l'Allemagne, se trouve un tableau qu'une femme recherche. Il est tout ce qui lui reste de sa famille. Et mon tableau, où est-il? Que devient-il? Quand pourrais-je en prendre possession? Si joint une photo, écrit-elle à un ami. Ce tableau tant recherché est un chef-d'œuvre d'Auguste Renoir. Et cette petite fille sur la toile, c'est elle à 8 ans. Elle s'appelle Irène Cahen d'Anvers. À l'époque où Renoir l'a peinte, elle ne se doutait pas que son portrait aurait un destin aussi mouvementé et tragique que sa propre vie. Jamais tableau n'a été aussi mal aimé et ignoré que celui qu'on allait appeler la petite Irène ou la petite fille au ruban bleu. Aujourd'hui encore, son exposition provoque quelques remous. Pourquoi? Que lui est-il arrivé? De quoi ce tableau a-t-il été témoin? Dès sa création en 1880, son histoire se présente mal. À l'origine, c'est le père d'Irène, le comte Louis Cahen d'Anvers, banquier renommé, qui souhaite une peinture de ses enfants. Dans toute grande famille, il convenait de faire des portraits par des peintres, non seulement des parents, mais des enfants. Il fallait que ça reste. Un de ses amis, Charles Efrussi, lui a présenté un jour dans un dîner Renoir, qui était un peintre qui commençait à être connu, mais qui n'était pas encore un peintre qui allait devenir ce qu'il est devenu. Le comte Cahen d'Anvers hésite. Comme beaucoup, il ne comprend pas l'impressionnisme dont Renoir est un des chefs de file. Il ne se reconnaît pas dans leur thématique. Ce qui convainc le comte, c'est le portrait réalisé par Renoir de la femme et des enfants de Georges Charpentier, un grand bourgeois comme lui. Dans cette toile de 1878, le peintre s'est éloigné de l'impressionnisme. Le trait est plus précis, et surtout, il a su saisir l'image d'une femme parfaite dans son rôle de mère épanouie. Ce portrait exposé au Salon de Paris, lieu où se fait l'art, a tellement été apprécié que Camille Pissarro dira « Renoir a eu un grand succès au Salon. Je crois qu'il est lancé. Tant mieux, c'est si dur la misère. » Pourtant, en 1880, il vit dans la pauvreté. Et malgré sa réputation montante, il vend très peu. À 39 ans, Renoir le vit mal et trouve le chemin long. Heureusement, Paul Durand-Ruel, son marchand, croit en lui et n'hésite pas à l'aider. « Cher monsieur Durand-Ruel, puisque vous êtes assez aimable de vous charger de mes commissions, je vous prierai de bien vouloir payer 2 notes de 180 francs chaque. » Son marchand le pousse même à accepter la commande. Selon lui, elle pourrait se révéler bien plus lucrative que celle des Charpentiers. Renoir va donc peindre Irène. Et même si son ami Edgar Degas lui reproche de peindre pour la finance, il va tenter d'y trouver du plaisir. Comme il le dit, « Si je ne m'amuse pas, je ne peins pas ». Toujours en perpétuelle recherche dans sa peinture,
Il va faire de ce portrait une de ses œuvres les plus étonnantes. Si les touches de pinceau du feuillage en arrière-plan, de la robe, ainsi que la fluidité de la chevelure sont peints dans un style impressionniste, la précision du visage et de ses contours détonne. Ce contraste des styles met le modèle en avant et donne l'impression qu'il est vivant. Ce qui frappe, c'est l'expression de son regard. Il oscille entre la mélancolie, la tristesse et l'ennui. Il est immédiatement émouvant. Renoir, lui le peintre de la joie de vivre, a-t-il perçu et traduit la mélancolie d'une enfant étouffée par les codes de son milieu social? Ou a-t-il voulu y glisser ses propres doutes? N'a-t-il pas dit à son fils Jean « Quand je peins un portrait, c'est moi que je peins ». Renoir n'a pas aimé faire ce portrait d'Irène Cahen d'Anvers. Les Cahen d'Anvers, quand ils ont reçu le portrait, ne l'ont pas aimé non plus, à telle enseigne qu'ils l'ont posé. Ils n'ont pas accroché sur leur mur, mais posé dans les communs de leur hôtel. Et quand Renoir l'a su, il était très, très, très en colère, enfin très, même humilié par ça. Trop moderne, diront les Cahen d'Anvers. Quand on la compare avec le portrait de leur fils Robert, on comprend que la toile de Renoir n'a pas sa place. Même Irène, à seulement 8 ans, ne se reconnaît pas dans cette image d'elle-même. Il est venu chercher son argent, mais en fait, les deux parties n'avaient pas convenu d'une somme, donc c'était extrêmement gênant. Finalement, ils ont donné 1500 francs, ce qui était beaucoup pour lui, mais ce qui était beaucoup moins que ce que donnaient les autres à leurs portraitistes. Donc tout ça s'est très mal passé. Renoir, vexé de voir sa toile exposée loin des pièces de réception et s'attendant à être mieux payé, a recours aux préjugés les plus bas. Comme il l'écrit à un ami, « Rien d'étonnant à cette pingrerie, les Cahen d'Anvers sont juifs. » Renoir est antisémite, il ne le cache pas. Est-ce que parce qu'il était antisémite qu'il a eu ce mauvais contact, ou bien est-ce qu'il est devenu bien davantage à la suite de ce mauvais contact? On ne le sait pas. Il suit un courant qui se propage à cette époque. Depuis la défaite de 1870 face à la Prusse, un sentiment nationaliste a émergé, provoquant une vague d'antisémitisme. Parmi la longue liste de griefs, on reproche aux Juifs de contrôler les banques et la finance. Qu'importe que des Laffitte, Mallet, Mirabeau soient aussi à la tête de grandes banques, on ne cite que les Juifs. Les Cahen d'Anvers subissent le même sort, et Renoir à sa façon participe du mensonge. Après 3 années, loin du regard de tous, Paul Durand-Ruel sortira la petite Irène de son isolement. En 1883, il convainc le comte Cahen d'Anvers de lui prêter le tableau pour une exposition consacrée à Renoir, la première. La présence de la toile atténue la colère du peintre. Dans ce contexte, les visiteurs charmés par l'œuvre la surnomment « la petite fille au ruban bleu » ou « la petite Irène ». Mais l'exposition terminée, la toile retombe dans l'oubli alors que le travail de Renoir va peu à peu sortir de la confidentialité. En 1886, à New York, le marchand Paul Durand-Ruel réussit le coup de force d'exposer 300 œuvres impressionnistes de Monet, Pissarro, Degas et 38 toiles de Renoir. La petite Irène ne sera pas du voyage. Durand-Ruel était un missionnaire.
Une chance pour nous que sa religion ait été la peinture, disait Renoir. Au moment de ce relatif succès outre-Atlantique, le peintre, lui, explore depuis 5 ans d'autres horizons artistiques. J'arrivais à cette constatation que je ne savais ni peindre ni dessiner. En un mot, j'étais dans une impasse. Arrivé au bout de l'impressionnisme, Renoir était parti chercher l'inspiration autour de la Méditerranée. Cher monsieur Durand-Ruel, je suis encore dans la maladie de la recherche. J'efface encore. J'espère que cette manie va finir. Je crois que je ne rapporterai pas beaucoup de mon voyage, mais je crois que j'aurai fait des progrès, ce qui arrive toujours après de longues recherches. Lors de ce périple, il découvre l'étoile du grand maître Raphaël. Subjugué, il décide en 1883 de s'en inspirer. Son dessin devient ainsi plus précis, ses contours mieux définis et ses couleurs plus froides. Certains critiques d'art affirment même que le portrait de la petite Irène préfigure cette évolution artistique. Il qualifie son style « ma manière aigre », quand d'autres parleront de période ingre. Renoir est encore fortement critiqué. Qu'importe, il suit son chemin. Cher Durand-Ruel, ah, si on m'accusait de négliger mon art, ou par ambition imbécile de faire des sacrifices contre mes idées, là je comprendrais les critiques. Mais comme il n'en est rien, l'on n'a rien à me dire, au contraire. En 1891, Irène, le modèle, a maintenant 19 ans. À l'occasion de son mariage avec un homme de 12 ans son aîné, le tableau part avec elle. C'est une femme qui a beaucoup d'éclat. Elle a, dirait-on, une tournure. Elle a une très grande élégance naturelle. C'est une femme sur le passage de laquelle on se retourne. Et bon, la différence d'âge est ce qu'elle est. On peut appeler ça un mariage de convenance. De toute évidence, il était beaucoup plus ravi que sa femme de ce mariage. Moïse de Camondo, son mari, est également banquier. Sa famille, originaire de l'Empire ottoman, est installée en France depuis 20 ans. Cette union sera l'occasion pour la comtesse Louise Cahen d'Anvers d'offrir le portrait de Renoir à sa fille. Une manière de s'en débarrasser. Malgré les années, Irène n'aime toujours pas cette toile. Par ailleurs, Moïse de Camondo, comme la plupart des grands bourgeois, est un collectionneur passionné par le XVIIIe siècle. Moïse de Camondo, c'est un homme qui, dès le début, se déprend des affaires de la finance, de la gestion et de la banque. Il préfère se consacrer à cette collection. Et j'allais dire, il préfère se consacrer à son intégration dans la société française. Parce que c'est quand même le but avoué. La collection, ça fait partie du ticket d'entrée. Il y a à chaque fois le meilleur de ce qu'il faut avoir. Non pas pour le show-off, non pas pour faire quelque chose d'ostentatoire, car rien n'est ostentatoire ici. Il n'y a pas de luxe au sens propre du terme, mais il y a un raffinement, il y a une conjugaison d'éléments, et il en ressort une harmonie exceptionnelle. C'est ça qu'il recherchait. Ça aurait été une tâche, en quelque sorte, parce que ça aurait été une tache de couleur impressionniste dans un monde entièrement voué à l'art du XVIIIe. La toile est donc toujours bannie et méprisée.
un destin que son modèle va étrangement rejoindre. De son mariage, Irène a 2 enfants, un garçon, Nissim, espoir de son père, et une fille, Béatrice, qui a son caractère. Mais le bonheur de ces 2 naissances ne lui suffit pas. Elle s'ennuie dans sa vie de couple. Pour se changer les idées, elle se réfugie avec passion dans les paddocks et les écuries. C'est un homme assez sombre, hein, assez austère, handicapé par un œil qui ne fonctionnait plus à la suite d'un accident de chasse. C'était pas quelqu'un de très drôle. Et vu le tempérament, la personnalité d'Irène Cahen d'Anvers, qui était très enjouée, très enthousiaste, allègre, vive et très mondaine, donc vous imaginez très vite qu'elle a eu des amants. Dans ce milieu, même si l'on s'autorise des libertés, dont les parents d'Irène eux-mêmes ne se sont pas privés, il est d'usage de rester ensemble pour les convenances. Mais elle ne l'entend pas de cette oreille, parce qu'elle est passionnément amoureuse d'un homme qui est le comte Sampieri, Charles Sampieri, qui est d'origine italienne, très très bel homme, grand séducteur, très aimé des femmes. C'est un homme qui est désargenté. Irène, n'écoutant que ses sentiments, quitte tout pour le comte Sampieri. Elle ose même demander le divorce et l'obtiendra en 1902. Et ça, c'est un véritable séisme, d'abord dans leur milieu, parce que ça ne se fait pas au début du siècle, on ne divorce pas. Que l'on soit chez les riches, les pauvres, les catholiques ou les juifs, c'est impensable. Un divorcé est un pestiféré, encore plus si c'est une femme. Qu'importe, Irène va au bout de sa passion. Mercredi 4 mars 1903. Mes enfants chéris, je vous annonce aussi une nouvelle que vous saviez déjà et qui ne vous étonnera pas. Je me suis marié l'autre jour avec monsieur Sampieri. Vous comprendrez mieux en grandissant combien je souffrais de n'avoir personne autour de moi pour m'aider dans l'existence. Je vous dis au revoir, mes chéris, et vous dis à bientôt. Je vous embrasse beaucoup, beaucoup, votre maman. Elle l'épouse. Non seulement elle l'épouse, mais elle se convertit au catholicisme pour l'épouser à l'église. Donc c'est une double gifle qu'Irène Cahen d'Anvers adresse à la famille et au milieu. Moïse de Camondo, humilié et blessé, va à coup de procès récupérer la garde des enfants. Irène n'obtiendra qu'un droit de visite restreint. Nissim et Béatrice verront rarement leur demi-sœur, Claude Sampieri. L'amour se paye cher au début du XXe siècle. Irène, dorénavant paria, le tableau la représentant en petite fille mélancolique devient insupportable aux yeux de Moïse. Comme elle ne cherche pas à le récupérer, il s'en débarrasse et le rend à ses beaux-parents, les Cahen d'Anvers. Cette image de leur fille frondeuse est de nouveau exposée loin de la vue de tous. Par un étrange mouvement contraire entre l'artiste et sa toile, Renoir, lui, a vu sa renommée s'étendre. C'est encore une évolution dans sa peinture qui est à l'origine de ce succès. Cher monsieur Durand-Ruel, pour arriver au résultat que je cherchais et que je cherche toujours, j'ai essayé plusieurs procédés. On ne pourra me reprocher de m'être enfermé dans un système. Sans revenir à son style purement impressionniste, il adoucit le trait des visages de ses personnages, sans rien retirer du bonheur et de la joie qui éclaire ses toiles.
Ce style sera qualifié de nacré et le fera accéder à un début de reconnaissance. En 1892, l'État lui achète 4000 francs une toile peinte à cette période, Les jeunes filles au piano. Le tableau est exposé au musée du Luxembourg. Dorénavant, à 51 ans, ses œuvres commencent à prendre de la valeur. Mais cette satisfaction sera ternie par un mal qui le ronge, une polyarthrite rhumatoïde qui ne fera qu'empirer. C'est pour calmer ces crises qu'il pose son chevalet en 1903 à Cagnes-sur-Mer. Dans ce pays merveilleux, dit-il, il semble que le malheur ne peut pas vous atteindre. Comme il l'a toujours fait, Renoir va peindre sans relâche un de ses sujets favoris, la femme dans toute sa gaieté et sa sensualité. Comme l'a écrit Mirbeau, Renoir a mis en valeur la femme dans tous les milieux, dans toutes les lumières. De même que Watteau avait créé la grâce de la femme du XVIIIe siècle, de même Renoir a créé la grâce de la femme du XIXe siècle. Durant ces années-là, il va progressivement changer sa palette de couleurs. S'étant aperçu que des toiles de lui faites 30 ans auparavant avaient un peu perdu de leur éclat, il employait depuis quelques années les tons les plus vifs de sa palette, et si on lui en demandait la raison, il disait « Je travaille à présent pour l'avenir, et les toiles que je fais aujourd'hui seront bien dans 20 ans. » En 1912, lors d'une exposition de ses tableaux à la galerie Durand-Ruel, son marchand observe. Nombre de visiteurs qui ne comprenaient pas jusqu'ici le talent de M. Renoir commencent enfin à l'apprécier. Il a plus de 65 ans et existe enfin. Mais l'immense notoriété du peintre ne fait pas sortir la petite Irène de son ostracisme. Ni Irène ni ses parents ne changent d'avis à son sujet. D'ailleurs, s'en souviennent-ils encore? Le contexte international leur apporte bien d'autres inquiétudes. En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Irène, fière mais soucieuse, voit Nissim, son fils de 22 ans, s'engager dans l'aviation. Bien entendu, Nissim est ravi de s'engager, et son père aussi. Pourquoi? Mais parce qu'il est impensable de ne pas s'engager dans la guerre. Il faut bien comprendre une chose, cette famille n'a jamais cessé de désirer, de vouloir payer son ticket d'entrée dans la société française. Il devient rapidement un pilote chevronné, reconnu pour son sang-froid et son habileté. Mais le 5 septembre 1917, lors d'un combat aérien, son avion touché par une balle ennemie s'écrase sur le sol de Lorraine. Ce drame ne réussit pas à réunir ses parents. Lors de l'hommage rendu à leur fils à la Grande Synagogue en octobre 1917, Moïse interdit à Irène d'y assister.
partir de ce moment-là, Moïse de Camondo entre dans une période de grande tristesse. Il est là, il vit seul, isolé, dans sa solitude, dans sa mélancolie, dans son chagrin. Je pense que les murs portent encore l'empreinte de cet isolement, de cette tristesse infinie. Voici Auguste Renoir. Il est très malade. Le rhumatisme a déformé ses pauvres mains et bien qu'il souffre perpétuellement, il travaille sans cesse. Et il continuait de peindre malgré tout. Et sa vision des choses était telle qu'elle était quand il avait 20 ans. Il n'avait aucune mélancolie et sans tristesse, il voyait chaque année refleurir les anémones qui n'avaient pas de secret pour lui. La consécration de cette vie dédiée à la peinture sera l'exposition d'une de ses toiles au musée du Louvre en 1919. Il est un des rares peintres à avoir ce privilège de son vivant. Je crois que j'ai bien mérité de réussir un peu, car j'ai beaucoup travaillé. Il meurt quelques mois plus tard, le 3 décembre 1919 à Cagnes-sur-Mer. Sur son lit de mort, il aurait demandé une toile et des pinceaux pour peindre le bouquet de fleurs qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre. Une fois l'ouvrage achevé, il aurait déclaré à l'infirmière « Je crois que je commence à y comprendre quelque chose ». Il lègue au monde de l'art plus de 4000 œuvres, reflétant son approche d'artiste libre et joyeux. L'année du décès de Renoir, la petite Irène change d'adresse. Louise Cahen d'Anvers, sûrement lassée de le voir traîner dans les couloirs de sa demeure, l'offre à sa petite fille Béatrice de Camondo, qui vient de se marier. La jeune femme, privée de sa mère dans son enfance, transfère cet amour filial blessé sur la toile. Elle l'adore et l'accroche en bonne place dans sa demeure de Neuilly, où elle vit avec son mari Léon Reynard et ses enfants Fanny et Bertrand. Irène, toujours entière et passionnée, s'est séparée du comte Sampieri et vit désormais seule. Moïse, lui, continue de s'enfoncer dans sa mélancolie, achetant toujours plus d'œuvres d'art en guise de consolation. La nouvelle qu'un Renoir quasi inconnu se trouve chez les Reynard attise la curiosité de marchands qui ne tardent pas à les solliciter. Béatrice ne consent à se séparer de l'œuvre que le temps de 2 expositions en l'honneur du peintre. Une au musée de l'Orangerie en 1933 et l'autre à la galerie Bernheim Jeune en 1938. Ainsi, après plus de 50 ans d'ostracisme, l'œuvre retrouve enfin sa juste place. Visage de la jeune fille à qui on n'a pas encore volé son ciel. Visage musical qu'une lampe intérieure compose plus que ses traits, et dont le visage de Madone serait l'heureux aboutissement, écrit le poète Henri Michaud. Mais la Deuxième Guerre mondiale va briser ce bref moment de renommée. Le 3 septembre 1939, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Ce nouveau conflit replonge le pays et la petite Irène dans une période de trouble. Intuitivement, le directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, décide très rapidement de protéger les collections publiques du musée du Louvre. Il les fait transporter dans un premier temps au château de Chambord, afin qu'elles échappent au bombardement et à la convoitise des nazis.
Léon Reynard, dès la déclaration de la guerre de la France à l'Allemagne, eh bien, c'est véritablement que sa collection de peintures est en danger. Et donc, il est très connu des musées nationaux et il se rapproche de Jacques Jojard et lui demande de prendre dans ses caisses eh bien, une partie de sa collection pour qu'elle soit mise à l'abri à Chambord. Léon Reynard a raison de se méfier. En ce qui concerne les œuvres d'art, Hitler a un projet à la hauteur de sa mégalomanie. Hitler a la volonté de créer à Linz le plus grand musée européen. Il faudra bien mettre à ses cimaises eh bien, des œuvres d'art. Pour ce faire, il a un terrain de jeu énorme qui est l'Europe occupée. Et très vite, sous l'autorité de l'idéologue du Troisième Reich, Alfred Rosenberg, va s'établir un état-major qu'on appelle l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, que j'appellerai dorénavant ERR, et qui est dédié au pillage et à la spoliation des œuvres d'art appartenant principalement aux familles juives. Durant les 4 années qui précèdent la guerre, cet organisme a méthodiquement listé toutes les collections privées à préempter. Celle de Léon Reynard, affiliée à la famille Camondo, est sur cette liste. Dès les premiers jours de l'occupation allemande, l'ERR remonte la piste de ses collections et retrouve celle des Reynard au château de Chambord le 7 juillet 1941, parmi les collections nationales encore sur place. Et là, ils vont tout simplement prélever, faire une saisie des caisses appartenant à différentes familles juives, dont celle de Léon Reynard. Et nous avons la certitude que le portrait d'Irène de Caën d'Anvers est dans cette saisie. Elle parvient au musée du Jeu de Paume. Nous n'en avons pas la date véritablement, mais nous avons des indications très précises par Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, qui pendant 4 ans va lister les œuvres qu'elle voit passer, le nom des collectionneurs, dont les informations seront excessivement précieuses lors de l'immédiate après-guerre pour retrouver les œuvres. Apprenant la spoliation de sa collection, Léon Reynard plaide sa cause auprès du régime de Vichy. En vain. Béatrice, quant à elle, refuse de voir le danger qui menace les Juifs. Elle a estimé qu'étant d'une part une Camondo, d'autre part une Caën d'Anvers, 2 grandes familles, certes israélites, mais 2 grandes familles de la grande société parisienne, elle était en quelque sorte protégée, et plus encore, étant la sœur d'un homme qui était tombé au combat pour la France, elle estimait que ça la protégeait. Son père Moïse, en signe d'attachement à la France, a même légué à sa mort en 1935 sa collection et sa demeure de la rue Monceau au musée des arts décoratifs. Donc, elle a continué à monter tous les jours au cercle de l'étrier au bois de Boulogne, à cheval. Il y a eu un moment où l'étoile jaune était obligatoire. À ce qu'on dit, elle portait sur sa tenue de cavalière l'étoile jaune. Dans ce même club, des officiers allemands montaient à cheval tous les jours. Elle les voyait et ça ne lui posait pas de problème. Entre-temps, le tableau représentant sa mère est entreposé avec d'autres œuvres spoliées dans une salle du musée du Jeu de Paume, baptisée Salle des Martyrs. Ici, la petite Irène sera témoin d'un trafic parmi les plus retentissants de l'histoire de l'art. On est face, entre 1940 et 1944, à un boom économique du marché de l'art. C'est excessivement cynique parce que rappelons-nous que le fond de ce contexte historique, c'est la déportation de centaines et de millions de Juifs. Boom économique, pourquoi ?
Il y a tout d'abord beaucoup d'œuvres qui parviennent sur le marché. On a beaucoup de marchandises. On a beaucoup d'argent parce qu'il y a un Reichsmark très très élevé et un franc tout à fait dévalué. Donc l'argent coule à flot. Grâce à cette dévaluation, les œuvres coûtent peu cher. Ainsi, des marchands d'art sans scrupules affluent à Paris et achètent des toiles à bas prix, ou même se servent dans les stocks. L'un des acteurs majeurs de ce trafic est Bruno Lose, un membre actif de l'ERR. Engagé comme conseiller par Göring, il lui organise des expositions au musée du Jeu de Paume. Là, le Feld-maréchal pioche sans vergogne pour son compte, tout en laissant bien entendu les pièces de choix à Hitler. Dans ce pillage organisé, qu'advient-il de la petite Irène ? Les impressionnistes, Hitler les déteste purement et simplement. Donc il y a peu de commerce d'œuvres impressionnistes en Allemagne. Pour autant, les marchands d'art allemands qui vont venir sur le marché d'art parisien, qui connaissent la valeur intrinsèque de l'œuvre, vont absolument avoir la possibilité de le faire passer sur des marchés d'art neutres, comme le marché d'art Helvete, où cette œuvre trouvera véritablement, si tel est le cas, preneur. Si la toile est passée par la Suisse, a-t-elle été exposée dans la galerie de Theodor Fischer, marchand réputé pour avoir écoulé beaucoup d'œuvres spoliées? Le problème ici, c'est que nous avons une confusion de collection, d'attribution de collection dès le musée du Jeu de Paume. Donc c'est difficile ensuite pour aller la retrouver et de repartir sur ces traces. Le portrait d'Irène a en effet été attribué par erreur à un autre propriétaire, Maurice de Rothschild. Sur d'autres documents, ses dimensions et sa date de création sont fausses. Toutes ces mauvaises informations brouillent les pistes. Pendant ce temps, la véritable Irène est cachée par son ancien gendre, André Dubonnet, ex-mari de sa fille Claude, dans son château de Montgermont, aux alentours de Paris. Ce qui n'empêchait pas Dubonnet d'avoir de bonnes relations avec Hermann Göring, partageant même avec lui quelques repas où ils évoquaient leurs souvenirs de pilotes de chasse durant la Première Guerre mondiale. Cynisme de l'histoire. Et en suivant la trace de la collection de Maurice de Rothschild, on découvre que la petite Irène a servi de monnaie d'échange à Göring. Le 10 mars 1942, par l'intermédiaire de Bruno Lose, il troque la toile et 3 autres peintures contre un tableau de Guillermo del Pacchia, la Vierge, l'Enfant et les Saints. Le nom du nouvel acquéreur du Renoir est Gustav Rochlitz, l'un des grands profiteurs de guerre. Qu'a-t-il fait de la petite Irène? L'a-t-il transférée en Allemagne avec d'autres œuvres spoliées? En cette même année 1942, Béatrice ne se cache pas, croyant toujours être protégée par le prestige de sa famille. Elle est pourtant arrêtée par la police française avec sa fille Fanny et internée au camp de Drancy. Elles sont rejointes peu de temps après par Léon et Bertrand. Ils seront tous déportés à Auschwitz. Le père et les enfants sont morts assez tôt, à ce qu'on sait. La mère, à peine un peu plus tard. Les dates importent peu. Ce qui importe, c'est de savoir que la lignée Camondo s'éteint définitivement à Auschwitz. C'est ainsi qu'on peut dire que le fils Camondo est mort pour la France. La fille Camondo et ses propres enfants sont morts par la France. Aujourd'hui encore, quand on y est, dans ce musée Nissim de Camondo, on n'est pas dans un musée. On ne sent pas que tout est mort, ça vit. On est dans une maison.
on est chez des gens. On a l'impression que les gens habitent toujours là, qu'on est là par effraction et qu'ils vont revenir. Ils sont juste sortis. Monsieur le ministre des Beaux-Arts, les troupes alliées étant entrées à Fussen, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon frère, mobilisé malgré lui comme tant d'autres, voyagea avec le curé anti-nazi qui lui confia que les Allemands avaient transporté les chefs-d'œuvre de Versailles au château de Fussen. La guerre se terminant, les Monumentsmen découvrent lors de leur avancée en Bavière plus de 500 dépôts d'œuvres d'art, fruits du pillage de l'ERR. Gustav Rochlitz, lui, a caché une partie de son butin dans différents lieux, notamment autour du lac de Constance, mais aussi à Fussen, dans la cave de son domicile, et dans une dépendance du château d'Hohenschwangau, où Louis II de Bavière passa une partie de son enfance. C'est là que les Monumentsmen découvrent la petite Irène. Le 4 septembre 1945, la toile est acheminée à Munich dans un collecting point, lieu spécialement conçu pour réunir les œuvres spoliées. Elle ressort enfin de l'ombre. Vous avez un photographe qui photographie toutes les œuvres qui passent au collecting point et qui vont bénéficier d'informations collectées par les historiens d'art et notamment par Rose Valland. Et une fois qu'on a ces cartes d'identité réalisées, on peut savoir à qui elles doivent revenir et la restitution se fait dans un premier temps état par état. La véritable Irène a survécu à la guerre. Mais à quel prix? Lui revient alors en mémoire le portrait de son enfance. Septembre 1945. Cher ami, 6 juin, les 4 exemplaires demandés et les photos du tableau. Je souhaite que vous réussissiez à récupérer ce charmant souvenir de ma jeunesse. Veuillez recevoir l'expression de ma sincère amitié. Écrit Irène Sampieri à Albert Henrault, président du comité de récupération artistique. Les services de récupération des armées alliées ont retrouvé en Allemagne les œuvres d'art volées. Ainsi, plusieurs milliers de pièces rares sont rentrées en France et sont exposées au musée de l'Orangerie. L'enfant aux bulles de savon de Chardin, de Fragonard, l'instant désiré. Un magnifique Franz Hals, la femme à la rose. Et voici du moderne, représenté par Renoir. Le but de l'exposition de 1946 à l'Orangerie des Tuileries, le pendant du musée du jeu de paume, donc il y a un pied de nez, est de présenter les chefs-d'œuvre. Ce sont vraiment les œuvres les plus importantes qui ont été retrouvées, récupérées à la fois par les membres de la commission de récupération artistique et les alliés. Octobre 1946. Mon cher ami, je vous ai téléphoné plusieurs fois en vain en septembre. Et mon tableau, où est-il? Que devient-il? Quand pourrais-je en prendre possession?
Cette œuvre était tout à fait documentée par différents catalogues d'exposition et donc c'était assez facile de savoir que cette œuvre revenait à sa famille. Mais pour autant, on est assez étonné de voir qu'un temps infini va se passer entre la restitution de l'œuvre à la comtesse Sampieri le 4 novembre 1946 et la date à laquelle elle réclame l'œuvre le 21 novembre 1945. La difficulté vient du fait que les organisateurs de l'exposition n'ont pas mis le nom des propriétaires des œuvres. Et pour rendre la situation plus confuse, le tableau de Renoir n'appartient pas à Irène, mais à sa fille Béatrice. C'est seulement lorsqu'il est reconnu que sa fille et ses petits-enfants ont disparu dans les camps qu'Irène redevient la légitime héritière du tableau. 66 ans après sa réalisation, il semble toujours complexe de réunir la petite Irène et son modèle. L'exposition a connu un vif succès puisqu'elle a été prolongée. Elle devait finir au mois d'août, elle est finie le 3 novembre 1946. Et le lendemain, effectivement, la comtesse Sampieri signera la décharge qui lui permettra de récupérer l'œuvre du portrait de sa jeunesse. À 74 ans, Irène se retrouve face à celle qu'elle était à 8 ans. Mais en 1949, sans que l'on sache pourquoi, elle décide de se séparer à nouveau de la toile. Au lieu de donner son portrait à un musée national, comme l'aurait fait Moïse de Camondo, Irène décide de le vendre. D'ailleurs, pourquoi faire un don à un pays qui a abandonné les siens ? Nous savons aujourd'hui que l'initiateur de la vente était le banquier de la comtesse Sampieri, donc la comtesse Irène Sampieri Camondo, représentée dans le portrait La petite Irène de Auguste Renoir. Après son exil forcé en Allemagne, voilà de nouveau le tableau hors de France. Il arrive chez Georges-Émile Burlet, un collectionneur suisse au goût sûr, mais qui présente des zones d'ombre. Monsieur Burlet était un homme dont la vie fut profondément imprégnée par les deux grandes guerres du dernier siècle. Il a survécu la Première Guerre mondiale en tant que soldat dans l'armée allemande, puisqu'il était né en Allemagne. Ensuite, il est venu en Suisse, il s'y est établi comme grand producteur d'armes. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale, pour lui, fut aussi un moment très décisif pour sa vie. En effet, après avoir fourni les armées françaises et britanniques, il sera pendant la guerre l'un des fournisseurs de la Wehrmacht. Cette activité de marchand d'armes l'enrichit considérablement. Elle lui permet d'acheter des œuvres d'art sur le marché suisse, notamment à la galerie du sulfureux Theodor Fischer. Aussitôt après la guerre, il s'avérait que parmi les à peu près 100 peintures, œuvres d'art qu'il a achetées pendant la guerre, 13 étaient des œuvres d'art spoliées. Émile Burlet fut parmi les acheteurs de telles peintures qu'il rendait aussitôt après que le tribunal fédéral à Lausanne décidait qu'il fallait les restituer. Même si l'acquisition de la petite Irène ne souffre pas d'irrégularité, elle est désormais liée à un homme au passé controversé. Encore aujourd'hui, le nom de Émile Burlet nourrit la polémique. Quant à Irène, le modèle, le surnom de la toile finit par la rattraper, unissant leur destin à jamais.
Après avoir été mal aimée, cachée, spoliée, la petite Irène accède enfin au statut de chef-d'œuvre. Oui, c'est ça le problème. Il faut que ça ne soit pas coincé. Essayons encore davantage, juste pour être sûr. Là, il faut vraiment essayer le maximum. Au fond, il faudrait que ça soit centré. Voilà, voilà. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, parfait. Comme le disait Renoir, ce que j'aime dans la peinture, c'est quand ça a l'air éternel, mais sans le dire. Une éternité de tous les jours.